Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. 12 personnes en garde à vue pour assassinat après la mort de Kevin et Sofiane à Échirolles. Pour le moment, aucun d'entre eux n'a reconnu les faits. 3 suspects présumés sont encore en fuite ce soir. Et sur place, des milliers de personnes ont participé à une marche blanche en hommage aux 2 jeunes hommes qui ont été massacrés selon les mots du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Le plaidoyer de Jean-Marc Ayrault en faveur du traité européen devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a défendu le texte en insistant sur une nouvelle réorientation décisive pour l'Union européenne et en rejetant toute idée de perte de souveraineté. Sans surprise, le discours a permis de convaincre les convaincus. Mais pour les autres, Front de gauche, Verts et quelques socialistes, c'est niette. La droite, quant à elle, se fait un plaisir de voter un texte négocié, dit-elle, par Nicolas Sarkozy, notre invité sur ce sujet et d'autres, l'ancien ministre et député maire de Nice, Christian Estrosi, tout à l'heure. Et puis c'est un débat majeur. Avec la crise, notre système de santé est confronté à des enjeux de taille. L'un des principaux défis reste les moyens alloués. Le gouvernement a promis de réformer le financement des hôpitaux alors que de nombreux établissements publics n'arrivent plus à résorber leurs déficits. Quelles sont les pistes à l'étude? Comment améliorer la prise en charge des patients? Faut-il revoir en profondeur la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire? C'est le débat du mardi soir. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie. Il est venu et il a prévenu. Un rejet du traité européen entraînerait une crise politique. Jean-Marc Ayrault a tenté ainsi de convaincre les récalcitrants à la gauche de la gauche et chez les Verts de prendre le chemin, selon lui, de la raison. Le Premier ministre ne s'inquiète pas vraiment pour l'adoption du traité qui devrait passer sans mal, notamment, vous allez le voir, avec les voix de la droite, ce qui est plus compliqué à admettre. Les détails avec Bérengère Dinglas. Pour Jean-Marc Ayrault, l'enjeu était important. Deuxième discours à l'Assemblée, il faisait figure de test politique. Mais dans l'hémicycle, il n'a pas enflammé les foules. En appelant au courage et à l'audace, le Premier ministre a insisté sur les avancées obtenues par François Hollande. Il y a bien eu négociation, sous l'impulsion décisive du président de la République. Le Conseil européen de juin dernier a rééquilibré le traité par l'ajout d'un texte complémentaire, le pacte pour la croissance et l'emploi. C'est la France qui a replacé la croissance au cœur du débat européen. Des évolutions, des différences qui font sourire à droite. Députés et sénateurs voteront ce texte qu'ils estiment au contraire très proche de celui négocié par Nicolas Sarkozy. Nous allons le voter, le traité, puisque c'est le traité globalement négocié par Nicolas Sarkozy. Mais dire qu'il y a eu renégociation du traité, qu'on a refixé au cœur du dispositif du traité les éléments de société, sociaux, d'emploi et tout le monde sait que c'est faux. En tout cas, pour certains à gauche, le texte ne correspond toujours pas aux attentes. Si les Verts et les communistes ont clairement annoncé leur opposition, dans la frange gauche du Parti socialiste, quelques élus n'hésitent pas à critiquer le traité et ne le voteront pas non plus. Je rêve, dans la perspective des élections européennes de 2014, que tous les socialistes d'Europe viennent devant les Européens en leur proposant enfin un grand traité social européen qui parlera de fédéralisme, qui parlera de convergence sociale, qui parlera d'harmonisation fiscale pour éviter le dumping. Bref, je veux que l'Europe recommence à nous faire rêver. Des doutes jugés compréhensibles par Jean-Marc Ayrault dans le début de son intervention. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, dénonce un massacre. Depuis ce matin, à Échirolles, près de Grenoble, 12 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour l'assassinat de Kevin et Sofiane. Je vous le disais dans les titres, 3 suspects présumés sont encore recherchés ce soir. Et tout à l'heure, une marche blanche a été organisée en hommage aux 2 jeunes victimes. La ville, vous le savez, est toujours sous le choc. Et l'on a vu hier soir François Hollande tenter de rassurer les habitants, inquiets bien sûr, de la banalisation de cette extrême violence. Et cette scène entre les riverains et le président a rappelé d'autres images plus anciennes. On voit tout cela avec Marie Brémaud. Échirolles, Fontaine, c'est devenu le Texas. On est où là, monsieur le président? J'ai voté pour vous. Tous ces gens-là, ils sont votés pour vous. Eh bien, ils ont le droit à la sécurité, c'est ce que je suis venu leur apporter. Sécurité, justice et réussite. François Hollande interpellé par une riveraine après les meurtres d'Échirolles dans la banlieue grenobloise. Le chef de l'État lui répond du tac au tac et s'érige en justicier.
Le président de la République a changé, mais la scène paraît familière car dans l'attitude et dans le ton, François Hollande se rapproche de son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Il y aura des mesures spécifiques, parce que si vous n'avez pas de formation, non mais pour travailler, pas pour aller à l'école, mais si vous n'avez pas une formation qualifiante, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Tout comme Nicolas Sarkozy en avait pris l'habitude, suite aux faits divers d'Échirolles où 2 jeunes sans histoire se sont fait sauvagement assassiner. François Hollande et son ministre de l'Intérieur se sont rendus sur place et ont passé du temps avec les familles des victimes. Dans la foulée de la visite, une dizaine d'interpellations et des annonces de Manuel Valls. Il y aura, et vous le savez, nous y travaillons avec monsieur le préfet, avec le directeur départemental de la sécurité publique, avec le procureur, des zones de sécurité prioritaires. Elles concerneront évidemment ces quartiers. Et il y aura, cela va de soi, des moyens supplémentaires parce qu'il manque des moyens, notamment en matière de voie publique. Le message est clair, l'exécutif agit pour la sécurité des Français. Les avocats des gardés à vue dénoncent déjà une surenchère sarkozyste. À partir de ce jeudi, s'ouvriront les États généraux pour la démocratie locale. Ça se passera à la Sorbonne. Durant 2 jours, les élus des différents territoires de France vont débattre du statut de l'élu, justement, d'une plus grande proximité avec les citoyens, mais aussi de sujets qui fâchent, comme par exemple le millefeuille administratif. Sur ce sujet, Jean-Pierre Bel prévient que le Sénat fera entendre sa voix. Et déjà, ce sont les écologistes qui font entendre leur musique avec une proposition choc, supprimer le département. Les détails avec François Goulin. Le Conseil général est une nouvelle fois au cœur des interrogations. Le renforcement de la région et des intercommunalités, comme le prônent les écologistes, se ferait aux dépens du département, dont les sénateurs envisagent la disparition pure et simple. Dans le Grand Paris, est-ce que c'est utile de garder les départements de Petite Couronne? Est-ce que dans le Grand Lyon, c'est utile de garder le département du Rhône, etc., etc. Nous ne sommes pas dans une logique anti-dépenses publiques et anti-d'ailleurs collectivité locale. Bien au contraire, c'est une vision tout à la fois décentralisatrice, efficace. Certaines des attributions du département, comme les collèges ou les transports, seraient alors redistribuées à de plus grandes entités géographiques que les écologistes appellent de leur vœu. Qu'on pourrait très bien imaginer que 2 régions, à l'issue de sortes de un petit peu conférences de compétences, mettent en place des systèmes qui soient différenciés. Moi, ça ne me choque pas. Donc je pense qu'il faut, et à terme, peut-être qu'il y ait moins de régions en France, mais qu'il y ait des régions plus cohérentes, qui aient un sens politique plus marqué, pour se placer à l'échelle de l'Europe. Tous ces projets ont un goût de déjà-vu. En 2008, déjà, le rapport Attali évoquait l'inefficacité du département. Mais l'idée sera difficile à faire entendre dans un Sénat où certains conseillers généraux risquent de défendre chèrement leur siège. Il est l'invité politique du 22h, ancien ministre de l'Industrie et député maire de Nice. Christian Estrosi, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Nous allons tout de suite parler de l'actualité à Échirolles, près de Grenoble. Une visite surprise hier du président et de son ministre de l'Intérieur, des interpellations de groupe dès 6h du matin. Face à ce terrible drame, selon vous, est-ce que l'exécutif a eu les mots et les actes qu'il faut ? Face à un tel drame, ils étaient dans leur rôle. Je n'imagine pas un seul instant que, face à la souffrance des familles, l'émotion de toute une communauté, celle des Chirolles, celle de la région de Grenoble, le plus haut personnage de l'État, comme le responsable de la sécurité intérieure, ne se rendent pas sur place. C'est une tradition dans la République, et heureusement qu'ils l'ont fait. Ce qui frappe, c'est la banalité de l'extrême violence. C'est l'incroyable disproportion entre l'origine de tout cela, un regard, ça reste à être démontré, et puis les conséquences de ce lynchage. Quelle réponse, selon vous, faut-il ? C'est un acte que je qualifierais de barbare. Nous avons atteint le summum de la barbarie à travers ces actes. Ça n'est malheureusement pas nouveau. Il s'additionne ces dernières semaines à même des assassinats et des meurtres de policiers, il faut le dire. Des forces de l'ordre qui ont été agressées, touchées dans leur intégrité physique. Il faut répondre par la fermeté la plus absolue. C'est-à-dire concrètement, parce et que lorsque vous aviez nous entendons un garde des Sceaux qui, depuis 4 mois, dit qu'il veut supprimer les peines planchées contre les multirécidivistes, remonter la majorité pénale des mineurs les plus violents, ou encore demander que les courtes peines ne soient pas exécutées,
C'est un très mauvais message adressé à la délinquance. Vous saluez d'un côté la réaction du gouvernement et de l'autre, je dis la ministre de la Justice est à part dans ce gouvernement. Mais non, mais il n'y a pas de justice à part. Je dis qu'humainement, le président de la République ne se serait pas rendu là-bas, c'eût été une anomalie. En même temps, le président de la République doit s'interroger sur la manière dont il a donné des directives à son gouvernement en matière de sécurité intérieure comme de justice, parce que les messages laxistes qui sont adressés ne sont pas des encouragements au respect des droits et devoirs de la République, mais au contraire à plus de laxisme, à plus de lâcheté, à plus de barbarie dans notre pays. Et je vois que depuis quelques semaines, cette violence ne cesse de monter en puissance dans notre pays. Et de son côté, Christian Estrosi, la gauche, aujourd'hui au pouvoir, dénonce ce que vous avez fait avant. C'est-à-dire, je cite Jérôme Cahuzac ce matin sur RTL, 12 000 gendarmes et policiers de moins sur le terrain depuis 2002. Moi, je vous dis une chose, je suis maire de Nice, la ville de France qui a le plus de caméras de vidéosurveillance. Une pour 400 habitants, il y en a une pour 2000 à Paris. Avec ça, on réalise près de 25% des flagrants délits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la coordination entre le ministère de l'Intérieur et la responsabilité du maire qui a en charge la prévention, dans ma ville, c'est une coordination qui est saluée. Sur tout le territoire français qu'il faut plus de moyens. Mais ne cherchons pas d'excuses. Il ne faut pas excuser l'inexcusable. Écoutez, moi je serai intraitable sur ces sujets. Les solutions, c'est pas un nombre de gendarmes ou un nombre de policiers. La solution, c'est que la justice sanctionne. Parce que les policiers, les gendarmes, quel que soit leur nombre, ont vu les nombres d'interpellations, de mise en garde à vue, de flagrants délits qui n'ont cessé d'augmenter. Les taux d'élucidation ces 10 dernières années, depuis, vous savez, cette époque où M. Jospin disait excusez-moi, j'ai été trop naïf en matière de sécurité. Les taux d'élucidation avec moins de policiers et moins de gendarmes sont montés de 45%. Mais en même temps, on a vu ces derniers mois, ces dernières années, la justice qui a sanctionné de moins en moins. Alors, à quoi sert un policier ou un gendarme? Vous pouvez en recruter 1000, 2000, 3000 de plus. Si en même temps, lorsqu'ils sont livrés à la justice, vous avez un garde des Sceaux qui dit « Surtout, n'exécutez pas la peine que vous avez prononcée ». Ça sert à quoi? C'est pas une affaire de policier, c'est une affaire de justice. On va écouter ce soir la réaction de Manuel Valls, qui était l'invité du 20h de France 2. On l'écoute. Concrètement, nous allons faire passer ces deux quartiers de la Villeneuve, celui d'Échirolles et celui de Grenoble, aux zones de sécurité prioritaires. Donc plus de moyens, ça veut dire plus de policiers, plus de coordination, plus de présence de policiers dans la rue, plus de moyens pour traquer les trafics de drogue, ceux qui se livrent à des actes illicites. Il n'y a pas de place dans la République pour la barbarie. Cette annonce, la création d'une zone de sécurité prioritaire à la Villeneuve, un quartier sensible de la banlieue de Grenoble, c'est la 16e zone en France, mais c'était nécessaire. Mais ça n'apporte pas de réponse. Ça n'apporte pas de réponse si les policiers qui vont être positionnés dans cette zone de sécurité prioritaire interpellent et qu'en même temps la justice ne sanctionne pas. Est-ce que c'est pas un peu caricatural que la justice ne sanctionne pas, Christian Estrosi? Vous savez, ce qui compte, c'est une chaîne pénale qui fonctionne. La chaîne pénale, c'est quoi? Et depuis 4 mois, elle est en panne, selon vous? C'est un maire. C'est un maire. Pardon, mais en tout cas, chez moi, ça fonctionne. C'est un maire qui assure la prévention, des caméras de vidéosurveillance. Vous savez, une caméra, ça fait le travail de 30 policiers. Oui, de 30 policiers. Ce sont des constatations, ce sont des faits élucidés. J'ai lu, vous me dites si c'est la réalité, vous avez des agents privés? Je vais installer des agents privés dans les zones où l'État, qui a la responsabilité d'un territoire et où ma police municipale, qui est la première de France, n'a pas le droit d'intervenir en matière d'ordre public. Le seul moyen que j'ai, c'est de passer des conventions avec les bailleurs sociaux pour y mettre des gardiens privés. Mais ils sont armés, et donc je vais le faire. Jusqu'où vont-ils aller dans la prévention des délinquants? Ils sont autorisés conformément à la loi Estrosi de la lutte contre les bandes organisées, d'être armés d'armes de catégorie 6 et de pouvoir, dans les zones privatives,
des bailleurs sociaux de pouvoir intervenir et livrer à la police nationale. Eh bien oui, c'est incroyable. Et pourquoi M. Valls n'a pas décrété que ces zones comme l'Ariane ou les Moulins à Nice soient zones de sécurité prioritaire? Pourquoi, par exemple, l'un de vos quartiers, à Nice, je crois que c'est un quartier qui s'appelle l'Ariane. Je viens de le citer. Voilà, qui est un quartier particulièrement sensible. Pourquoi il n'est pas dans cette zone, selon vous, de sécurité? J'ai eu un entretien avec le ministre de l'Intérieur en lui demandant pourquoi. Il m'a assuré qu'il se rendrait prochainement et qu'il s'efforcerait de le retenir dans sa liste. Mais en tout état de cause, je ne compte pas sur le gouvernement. Je suis dans l'action, je ne suis pas dans le commentaire. Et c'est bien pourquoi j'ai décidé de créer ma propre zone de sécurité prioritaire. Si chaque maire fait ceci en France... Et attendez, les électeurs m'ont élu pourquoi? Pour que je ferme les yeux? Pour que je fasse comme si ça n'existait pas? Que je dise, c'est pas ma responsabilité, c'est pas mon souci, c'est celui du ministre de l'Intérieur? Vous pouvez souffrir toutes les nuits dans vos cages d'escalier, être menacé en permanence. Je suis votre maire, mais ça m'est égal? Non, ça m'est pas égal. Je souffre avec eux. Je partage leurs angoisses. Je partage leur détresse. Le précédent gouvernement aussi, Christian Estrosi, ça dure depuis 10 ans. Oui, mais il y a une grande différence. Laquelle? C'est que le précédent gouvernement, avec lequel j'ai construit dans cette zone un commissariat de police nationale financé par la collectivité et dans lequel il a équipé, conformément à la convention que j'avais signée entre ma police municipale et ma police nationale, près de 150 policiers nationaux intervenaient en permanence dans cette zone. Il se trouve que depuis quelques semaines, on voit beaucoup moins présente la police nationale qu'elle ne l'était précédemment. C'est ça la réalité. À présent, c'est le débat sur le traité budgétaire européen et le discours tout à l'heure de Jean-Marc Ayrault. Est-ce qu'il a bien défendu le texte que vous allez voter? Je retrouve que dans ce domaine, nous avons assisté à une des plus belles séances de langue de bois qui soit de la politique moderne avec M. Ayrault cet après-midi. Expliquer, après avoir, pendant toute une campagne électorale, par la voix de M. Hollande, qu'il renverserait la table, qu'il expliquerait à ses 26 partenaires de l'Union européenne que ce traité européen serait modifié, serait transformé, serait annulé, serait réécrit. Cet après-midi, M. Ayrault était un formidable porte-parole de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, en demandant à l'ensemble de ses amis de la gauche et de l'extrême gauche, les Verts et les communistes, de signer et de voter un traité qui a été négocié à la virgule près, par Nicolas Sarkozy. On voit bien que M. Hollande a été élu sur un mensonge. Vous votez ce traité budgétaire européen. Oui, je le voterai. Et donc aussi, et ce qui m'intéressera beaucoup, le budget, c'est la même logique. C'est de voir si ce traité européen est voté grâce aux voix de la droite qui est conforme à l'idée qui était la sienne d'imposer dans notre pays une règle d'or que refusaient de voter les socialistes, ou si M. Ayrault réussira à dégager une majorité dans ses rangs qui adoptera une règle d'or qu'ils ont refusé de voter pendant près d'un an. Sur le budget, est-ce que vous saluez l'attachement du gouvernement sans cesse répété ces derniers jours aux 3% de déficit public? Le gouvernement s'est attelé à cet impératif, à cette dure tâche de réduction du déficit. C'est ce que nous avons arrêté. Il y avait des règles. Mais vous avez tout fait déjà, réduire le déficit en 2011 de 5,7%. La Cour des comptes nous a délivré un satisfecit puisque c'est à 5,2 qu'on est arrivé. Est-ce que vous délivrez le même satisfecit Nous à ce avons gouvernement? fixé 4,5, on verra s'ils s'y tiendront cette année. Nous avons fixé 3% l'année prochaine et nous avons fixé 0% en 2016 parce que ça fait 30 ans que les gouvernements de gauche comme de droite creusent les déficits dans notre pays. Nous y avons mis un terme avec des réformes structurelles, avec la baisse des dépenses publiques, en supprimant le renouvellement de fonctionnaires qui partaient à la retraite, là où aujourd'hui on est en train de créer 27 milliards de dépenses nouvelles dans notre pays et en même temps d'augmenter la fiscalité qui pèse à la fois sur les entreprises et sur les ménages. Merci. Oui, mais ils vont tenir comment leurs promesses? Merci. En imposant, comme jamais dans l'histoire de France, à 46,3% d'impôts l'ensemble des Français. Avec nous justement. 9 Français sur 10. On va continuer à évoquer, on va dire cette fronde. Peut-être que le mot est un peu fort. En tous les cas, cette colère qui monte, vous allez le voir, chez les patrons et notamment les pigeons. Oui, vous allez voir de qui il s'agit. On en parle avec notre journaliste Caroline Deschamps. Bonsoir. Bonsoir Sonia. C'est la chronique nette d'infos comme tous les mardis soirs. Bonsoir Caroline. Alors qui sont
Qui sont ces pigeons? Alors justement, on pourrait se demander quel est le point commun entre la réduction des dépenses publiques et les pigeons. A priori, aucun, et pourtant depuis quelques jours, un groupe d'entrepreneurs est en colère et le fait savoir bruyamment sur le net. Cause de la grogne, le projet de loi de finances 2013 qui prévoit une hausse des cotisations pour les auto-entrepreneurs qui réalisent un chiffre d'affaires, mais surtout c'est l'alourdissement de la taxation des plus-values lors de la vente des parts d'une entreprise qui cristallise la colère. Des entrepreneurs et des start-upers qui ont le sentiment, Sonia, de se faire plumer et qui se sont donc regroupés dans un mouvement nommé les pigeons. Et les pigeons, ça fait le buzz sur le web. Et oui, ça roucoule fort sur les réseaux, Sonia. Un site défensepigeon.org a vu le jour, suivi d'une page Facebook qui regroupe pas moins de 23 000 personnes à l'heure où je vous parle. Un compte Twitter également avec un mot-clé, Jompi, pigeon en verlan. Bref, une campagne virale plutôt bien menée. Il faut dire que le mouvement est emmené par des entrepreneurs du net avec quelques stars du web comme Marc Simoncini, le fondateur de Mythique. Alors si l'on regarde dans le détail ce qui agite les pigeons, on s'aperçoit qu'il y a quand même parfois des approximations et que les arguments ne sont pas toujours exempts de considérations politiques, si bien que les twittos de gauche l'ont bien compris et ont créé ce soir, c'est breaking news, le mot-clé Jompi Style sur Twitter pour se gausser d'un mouvement qu'ils estiment orchestré par les libéraux, un tir aux pigeons virtuel en quelque sorte. Toujours est-il que le mouvement ne faiblit pas. Une manifestation est prévue le 7 octobre devant l'Assemblée nationale. Alors d'ici là, le gouvernement pourra revoir sa communication qui n'est quand même pas très claire sur le sujet, car la grogne des start-up pourrait vite tourner au bad buzz et l'exécutif y laisser quelques plumes. Et je crois, Caroline, qu'il n'y a pas que les entrepreneurs qui sont en colère. Et oui, sur la toile, il y a aussi les amateurs de bière qui rouspètent contre l'augmentation des taxes sur leur blonde ou leur brune préférée. Ainsi, le blog Happy Beer Time et son slogan qui tue, bière qui rouille n'amuse pas ours, vient de lancer une pétition contre l'augmentation de la bière à relayer sur Twitter et Facebook. Alors, l'histoire ne dit pas si Jacques Chirac, grand amateur de houblon, a signé la pétition la marque, ou pas. En tous les cas, avec le zeste de citron. Exactement. Et c'était pas une bière française, donc on ne citera pas. Alors, pour garder le moral en ces temps austères et participer en quelque sorte au redressement des finances publiques sans forfanterie, vous pouvez toujours, Sonia, roucouler en sirotant une petite mousse. Vous connaissez bien mes habitudes. Avec modération, bien sûr. Je n'ose même pas vous faire réagir, Christian Estrosi. Oh si, au contraire, je vous remercie d'avoir complété ce que j'avais commencé sur l'augmentation du matraquage fiscal. On n'a fait que traduire. Puisque effectivement, l'auto-entrepreneur... Je croyais que vous alliez réagir sur la bière. 350 000... Oh, bah, je peux défendre aussi la bière française, puisque vous savez que je suis un adepte du fabriqué français, des usines françaises, des ouvriers français. Mais justement, les 350 000 entrepreneurs auxquels nous avons permis d'avoir un statut qui faisait en sorte que s'il y avait 0 centime de recettes, il y avait 0 centime d'impôt à côté. Eh bien, désormais, sachez qu'avec le statut, en tout cas la fiscalité à laquelle vous venez de faire référence, même s'ils font 0 centime de recettes, ils devront acquitter un minimum d'impôts simplement pour avoir eu le courage de fonder une entreprise. Quant à la vente d'une entreprise, et juste une seconde pour le dire, on est vraiment en retard. Quand on travaille toute une vie, qu'on se paye quelquefois pas à la fin du mois pour payer l'ensemble de ses salaires, et qu'à un moment, on revend son entreprise pour enfin dégager le fruit du travail de toute une vie, et que vous êtes imposé au niveau où le gouvernement souhaite le faire, c'est une injustice de plus à l'égard des entrepreneurs. Et merci beaucoup, Caroline Deschamps. Je vous dis à mardi. Bien sûr, restez avec nous en direct sur Public Sénat. Dans un instant, c'est un débat qui nous concerne tous, car il touche à un bien public, l'hôpital. Malmené par la crise, les établissements de santé publique n'arrivent plus à résorber leurs déficits. La question du financement des hôpitaux est cruciale pour les établissements et leur personnel, vous le verrez, mais aussi, bien sûr, pour une meilleure prise en charge des patients. Alors, dans quelques instants, nos invités nous rejoindront pour débattre de ce thème. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info de Cécile
Les salariés de France Télévisions en grève ont manifesté aujourd'hui devant le Sénat. Objectif, faire entendre leur voix contre le budget de l'audiovisuel public, amputé cette année de 86 millions d'euros. Pierre Laurent, sénateur communiste de Paris, était devant les portes du Palais du Luxembourg pour soutenir les grévistes. Je suis venu écouter les salariés qui étaient en grève aujourd'hui pour pouvoir porter correctement leurs exigences et leurs attentes. Le texte est discuté en ce moment même à la Haute Assemblée. Après leur grand oral devant les députés vendredi dernier, Jérôme Cahuzac et Pierre Moscovici étaient auditionnés aujourd'hui par les sénateurs sur le projet de loi de finances de 2013. Le ministre du Budget a mis en avant les économies dans les dépenses de l'État, un niveau jamais atteint selon lui. Aucun gouvernement n'a fait davantage, jamais. Peut-être certains regrettent-ils aujourd'hui que certains dirigeants n'aient pas fait plus, mais en tout cas, dans notre histoire politique, économique, en tout cas contemporaine, aucun gouvernement n'a fait autant d'économies sur un projet de budget. Jérôme Cahuzac a également défendu les nouvelles mesures fiscales du budget 2013. Nouvelle affaire de corruption dans la police. Après Lyon, Marseille, où 12 policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, ont été interpellés aujourd'hui. Ils auraient extorqué de l'argent, de la drogue et des cigarettes à des dealers pour leur propre compte ou pour mieux infiltrer le milieu. Ces vols pourraient leur coûter cher, jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. En sortant du tribunal où elle vient d'être auditionnée pendant 2 heures, la jeune Tunisienne ne dira rien. Depuis une semaine, son cas suscite un mouvement d'indignation dans le monde entier. La jeune femme de 27 ans a été violée par 2 policiers début septembre et c'est elle qui est jugée, accusée par ces derniers d'attentat à la pudeur. Les juges rendront leur décision dans les jours prochains. Son avocate, elle, est optimiste. Si on a l'intention d'appliquer les textes de loi d'une manière correcte, le classement de l'affaire est la seule option possible. Si elle est condamnée, elle encourt 6 mois de prison. Dominique Strauss-Kahn ne sera pas accusé de viol dans l'affaire du Carlton de Lille. L'enquête sur ce volet a été classée sans suite, mais cela ne veut pas dire que l'ancien président du FMI en a fini avec la justice. Il est toujours accusé de proxénétisme aggravé. Sur ce volet donc, la procédure suit son cours. Aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn n'a pas qu'une raison de se réjouir. Baudry, le dessinateur de Rue 89, lui en trouve une deuxième. Et elle vient de Rachida Dati. L'ancienne garde des Sceaux assigne en justice Dominique Dessaigne, PDG du groupe Lucin Barrière, pour reconnaissance de paternité. Elle lève donc le voile sur l'un des secrets les mieux gardés de la République. Il serait le père de sa fille. Pour une fois donc, on n'accusera pas DSK. C'est un débat majeur. Avec la crise, notre système de santé est confronté à des enjeux de taille. L'un des principaux défis reste son financement. Le gouvernement a promis de réformer le financement des hôpitaux alors que de nombreux établissements publics n'arrivent plus à résorber leurs déficits. Alors le Sénat a pris les devants en proposant plusieurs pistes à l'étude. Nous allons d'ailleurs bien sûr les détailler ensemble dans quelques instants. Mais d'abord, écoutez, regardez plutôt ce véritable cri d'alarme des professionnels. C'est avec Jérôme Rabier. C'est un cri d'alarme pour l'hôpital public et il est lancé par plus de 130 médecins. De grands noms du secteur qui viennent de tous les horizons politiques. À l'heure où la rigueur est annoncée, ils implorent la ministre d'épargner l'hôpital. On veut dire à la ministre qui veut faire 2,5 milliards d'économies sur la santé, l'hôpital n'en peut plus. Il n'est plus question de diminuer le personnel dans les hôpitaux. Dans les 5 dernières années, il y a eu 20 000 suppressions d'emplois. Là, on ne peut plus. C'est la qualité des soins qui est en cause. En cause, la loi Hôpital, Santé, Territoire et Patients, dite loi Bachelot, instaurée en 2010. Elle supprime l'appellation service public hospitalier et chaque acte est remboursé au même prix aux établissements, qu'ils soient publics ou privés. Une égalité que la nouvelle majorité veut remettre en cause. On préconise, nous, d'arrêter la convergence tarifaire entre les grilles tarifaires du public et du privé. En ce qui concerne, par exemple, les frais en personnel, c'est pas le même. En ce qui concerne la possibilité dans le privé de faire des séries d'opérations, par exemple, ce que ne peut pas faire systématiquement les hôpitaux publics. Les médecins dénoncent également une course à la rentabilité qui au final peut nuire à la qualité des soins. Rendez-vous compte qu'à la séance publique,
On discute pour savoir si la rééducation d'un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral, une hémiplégie, va être de 10 ou 15 minutes par jour. Bon. Donc c'est une perte de chance pour les malades. Il faut changer la gestion actuelle. Il faut remettre au cœur les équipes de soins. Le soin doit être au cœur de l'hôpital et pas la gestion. Des économies sont néanmoins possibles pour les signataires, notamment sur les prescriptions de médicaments. Ils préconisent, pour étudier toutes les pistes possibles, d'organiser au plus vite des états généraux de la santé. Et sur ce sujet, nos invités ce soir, je vous les présente. Avec nous d'abord Laurence Cohen, bonsoir. Vous êtes sénatrice du Val-de-Marne au groupe CRC. Avec nous également Philippe Juvin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de la Garenne-Colombe, député européen et chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou. Avec nous également Béatrice Crix, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes chef du service dermatologie à l'hôpital Bichat Claude Bernard. Et également avec nous ce soir, je vous remercie, Gérard Vincent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général de la Fédération hospitalière de France. Alors messieurs, mesdames, d'abord votre réaction à ce cri d'alarme, à ce cri d'alerte. Philippe Juvin. Moi je le comprends, en fait, on est dans un système où il n'y a plus d'argent au plan national et on demande au système de soins à continuer à faire des économies. D'abord, permettez-moi une remarque sans aucune malice. Il y a 6 mois, quand nous étions au pouvoir, on nous disait 2,5% par an d'augmentation des dépenses de santé, c'est insuffisant, c'est scandaleux, vous tuez la santé en France. Et le futur président Hollande disait, moi je promets que ça sera plus 3%. Finalement, ils feront 2,6%. D'abord sur ce cri c'est-à-dire avant de rentrer pareil. Dans la... Non mais ça signifie dans quoi? le débat politique. Ça signifie quoi en pratique? C'est que le nouveau pouvoir maintenant s'aperçoit qu'en réalité les marges de manœuvre sont faibles. Philippe Juvin, quand même, ce cri d'alarme, je reviens, on a entendu, c'est la qualité des soins qui est en cause. Oui. Le soin doit être au cœur de l'hôpital, pas la gestion. Avant la vision politique, d'abord sur ça, c'est très important. C'est l'humain qui n'est plus au centre. Non mais, il ne faut pas faire d'incantation. Moi je suis d'accord avec ce diagnostic. L'hôpital public ne sait plus dégager de marge de manœuvre pour donner de l'argent là où il y en a besoin. Parce que nous sommes dans une situation où nous n'avons pas fait suffisamment les bons choix qu'il fallait dans le passé. Béatrice Crix, justement, sur ce qu'on vient d'entendre. Je crois que tous les personnels de l'hôpital public sont attachés à ces valeurs. Et ces valeurs, effectivement, il y a des valeurs d'humanisme, des valeurs d'accueillir toutes les personnes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur milieu et leur maladie. Donc le cri d'alarme, il existe parce qu'effectivement, on a fait beaucoup de réformes à l'hôpital. Il y en a eu beaucoup ces dernières années, ces dernières décennies. On les a ingurgitées, pas toujours évaluées. Et maintenant, on arrive à des difficultés. Il était absolument normal que l'hôpital public se réforme aussi. Il y avait des marges d'économie possibles. Mais il y a un moment où on n'y arrive plus. On va voir. On va passer au crible toutes ces réformes. Donc sur le constat, Gérard Vincent, apparemment tout le monde va être d'accord. On va aussi demander l'avis de la sénatrice Laurence Cohen. Oui, sur le constat, je suis d'accord. Le problème, c'est que notre pays n'a plus les moyens de maintien l'existant, puisque 2,5% d'augmentation, ça ne couvre pas l'augmentation naturelle des charges. Et donc, comme vient de le rappeler Philippe Juvin, il faut que nous trouvions aussi nous-mêmes des marges pour éviter de dégrader la qualité des soins et dégrader les conditions de travail. Trouver des marges en pleine crise avec des politiques de rigueur qui s'enchaînent. Oui, Laurence Cohen, c'est possible? Vous voyez une solution? Écoutez, d'abord, on est peut-être tous d'accord pour le constat, le cri d'urgence. On soutient effectivement les médecins, les personnels en lutte, mais c'est pas venu comme ça par hasard. Il y a eu des choix politiques où on a considéré que la santé, c'était une marchandise comme une autre, et on a fait en sorte que l'hôpital soit géré comme une entreprise, comme une autre. Et à partir du moment où on introduit cette loi marchande, eh bien, on casse l'hôpital public, on casse le service public, et aujourd'hui, il est temps de faire différemment, et il y a de nouveaux financements qui peuvent être dégagés. Quand j'entends qu'il n'y a pas de l'argent dans ce pays, ça me fait vraiment sourire. On voit tout simplement, je vais vous donner un chiffre, plus de 317 milliards d'euros de revenus financiers des entreprises et des banques. Si on les soumettait au taux actuel de la cotisation sociale, eh bien là, on arriverait à dégager. Eh bien, je vous donne un exemple. Donc, et il y en a d'autres, je vais pouvoir en donner d'autres. C'est trop facile de soutenir les personnels. Vous parlez de la manière dont est perçu l'hôpital. La convergence tarifaire, hôpitaux publics, établissements privés, est-ce que c'était vraiment une bonne chose, Philippe Jubin? Marisol Touraine dit que cela a poussé l'hôpital à une logique de rentabilité trop exacerbée. Ce qu'a dit le professeur dans ce sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le soin au centre, au cœur de l'hôpital. En fait, cette convergence, elle avait des avantages et des inconvénients. Il ne faut pas caricaturer les choses, c'est évidemment plus complexe que ça. L'avantage premier, c'était de pratiquer une sorte de vérité des coûts à l'hôpital public, parce qu'il est vrai que pendant longtemps, on ne s'est pas suffisamment, je crois, posé cette question. Donc ça a eu cet effet positif-là. Puis ça a eu un effet très négatif, c'est que la marche forcée a conduit l'hôpital public à ne
plus pouvoir être comparé à l'hôpital privé. Je veux dire par là que l'hôpital public a des missions, tout simplement, que l'hospitalisation privée n'a pas. L'enseignement, la recherche, l'accueil de certaines populations. Et donc on est allé probablement trop loin, on est arrivé dans un entonnoir. Mais l'affaire est plus compliquée que ça. L'idée d'arriver à avoir une comparabilité des coûts entre le public et privé, c'est plutôt intéressant. Si, c'est intéressant de savoir pourquoi une intervention X. Mais vous n'allez pas vous battre pour garder cette convergence. Mais non, mais bien entendu, il n'y a aucun dogmatisme en la matière. Il s'agissait de choix de gestion. Donc je pense que toutes ces réformes sont faites aussi pour évoluer au fil de l'eau. Donc moi, je suis très content qu'on puisse mettre un peu de pragmatisme là-dedans. C'est absolument positif. On ne peut pas comparer des établissements qui ne sont pas tout à fait comparables en termes de charges. Donc il faut évoluer. On nous a donné des outils de financement, notamment la T2A. Alors on va en parler. Il faut expliquer aux téléspectateurs. Hein. C'est la méthode. Alors le nom complet c'est la T2A. La tarification à l'activité. Voilà, qui a été instaurée en 2004. J'explique que ce mode de financement permet d'adapter en fait le budget de chaque établissement à son activité. Mais on a constaté, vous allez me dire si c'est le cas, que les hôpitaux, pour équilibrer leur budget, parfois ont eu tendance, on ne caricature pas ici, mais à privilégier les actes les plus rentables. Il y a eu une inflation des dépenses. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, l'hôpital public n'a jamais privilégié ce qui était rentable. L'hôpital public, il accepte tout le monde, c'est d'ailleurs sa grandeur et sa misère, mais c'est sa grandeur. Il ne sélectionne pas les patients, contrairement aux cliniques commerciales qui, elles, sélectionnent les patients. On choisit les patients rentables, ce n'est pas le cas à l'hôpital public. Donc cette méthode est adaptée à l'hôpital public. Voilà, elle est adaptée. La convergence tarifaire, on l'a toujours combattue, la Fédération hospitalière de France l'a combattue depuis le départ, parce qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et pourquoi on ne peut pas comparer? Parce que l'hôpital, il a des missions spécifiques. Il reçoit tout le monde, notamment par les urgences. Une clinique privée, elle programme ses interventions, et donc elle a des coûts moindres. Par conséquent, vouloir aligner les tarifs des cliniques sur des hôpitaux, c'est pas une image idéalisée de l'hôpital public que vous donnez là, ou est-ce que c'est la réalité? On l'espère. Quel est le ressenti, la perception aujourd'hui des patients? 82% des Français plébiscitent l'hôpital public. 82%. C'est le premier service public plébiscité par les Français. Donc ça marche quand même. Laurence Cohen, il y a cette loi qui a été votée sous Nicolas Sarkozy, c'est la loi Bachelot, hôpital, santé, territoire, patient. Selon vous, il faut la réformer en profondeur ou quelques aménagements suffisent? Non, en fait, pour moi, il faut la réformer en profondeur parce que c'est une loi qui a contribué à faire que l'hôpital soit considéré, je le disais, comme une entreprise, comme une autre. Ce que je trouve intéressant dans le débat qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que des médecins, des personnels d'une manière générale, des usagers, etc., disent il faut une grande concertation, il faut se retrouver autour de la table, discuter, échanger et on va pas prendre une autre commission encore. Non. Attention, on va vous accuser de commissionniste. Là. Pas du tout, puisque vous l'avez dit dans votre avant-propos, vous avez parlé d'états généraux. Donc moi, je suis tout à fait dans l'intervention que j'ai faite au Sénat. J'ai soutenu le fait de tenir des états généraux, justement, pour remettre le patient, les soins, au cœur du dispositif hospitalier et faire en sorte qu'il y ait des mesures qui permettent de desserrer les taux des hôpitaux. La deuxième chose que je veux dire, et qui va être très brève, c'est que dans le cri d'alarme, il y a quelque chose qui n'a pas été souligné parce que le temps est bref, c'est qu'il y a énormément de services, d'hôpitaux de proximité qui ont été fermés. Je pense notamment aux maternités, aux centres d'interruption volontaire de grossesse, et je voudrais pousser un cri d'alarme, notamment pour Marie-Galante en Guadeloupe, qui vit une situation absolument abominable. Donc je saisis l'occasion qui m'est offerte ce soir. Mais sur la démarche, sur ce consensus... La démarche des États généraux, pourquoi pas? Enfin, c'est un peu la tarte à la crème. Vous avez l'air un peu blasé. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on connaît malheureusement les grandes pistes de ce qu'il faudrait faire. On a essayé de les faire, sûrement très imparfaitement, mais le coup des États généraux, c'est la tarte à la crème quand on n'a pas de solution à proposer. Bon, c'est la fameuse procrastination dont on a parlé il y a quelques semaines. On ne décide pas, alors on fait des États généraux, on va discutailler. La réalité, c'est quoi? C'est que la réalité, c'est qu'il y a une augmentation de 2,5% de la dépense de santé. Et moi, je le dis qui suis dans l'opposition, c'est plutôt louable par le gouvernement d'avoir obtenu ces 2,5 en période de disette budgétaire. Je dis simplement qu'à l'époque, j'aurais aimé que l'actuelle majorité dise, quand elle était dans l'opposition, oui, c'est louable ce que vous faisiez, puisqu'on faisait la même chose. Donc là-dessus, ça n'a pas changé. La vraie question, c'est comment, en période de disette budgétaire, on va pouvoir arriver à dégager des moyens par... éventuellement la restructuration d'établissements, par des nouveaux modes de fonctionnement, par le développement de l'hospitalisation ou à domicile ou l'hospitalisation de jour au détriment, entre guillemets, de modes peut-être plus anciens d'hospitalisation.
comment, par cette modification de nos pratiques médicales, on va arriver à garder un haut niveau de protection des patients. C'est ça la vraie question qui se pose. C'est pas de dire il faut plus d'argent, il n'y a pas plus d'argent, il faut arrêter. Mais ces états généraux, ils sont en route, puisque la ministre Marisol Touraine vient de lancer des grandes réunions qui suscitent l'ensemble des professionnels pour faire un pacte de confiance. Mais est-ce que vous citez ce pacte de confiance, dit Marisol Touraine, c'est ce qu'elle dit, pour réconcilier la société avec ses hôpitaux. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pacte, ou à défaut, qu'est-ce que vous y mettriez? Il y a toute une discussion sur la place de l'hôpital dans le système de santé, donc rétablir la notion de service public, nous y sommes bien sûr favorables. C'est supprimer la convergence tarifaire, c'est aussi voir comment on peut réorganiser le système pour qu'il soit le moins coûteux possible dans l'intérêt, je le répète, des patients et des personnels. Béatrice Crix, oui. Oui, je dirais que sur la T2A, il faut garder ce qu'il y a de bon avec la T2A. C'est un outil un petit peu médico-économique. On rappelle qu'elle est utilisée dans différents pays européens, qu'elle est appliquée, etc., qu'elle n'est pas toujours décriée. De toute façon, bien mieux que le budget global. Voilà. Simplement, à côté, il y a d'autres missions. Et dans le financement des hôpitaux, il y a certes la T2A, mais il y a également ce qu'on appelle les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation. Et cette enveloppe, elle est très restreinte. Oui. Donc, on fait varier les tarifs d'une année sur l'autre sans qu'il y ait une très grande transparence. Et par ailleurs, en ce qui concerne les missions d'intérêt général, justement, on les a diminuées comme peau de chagrin, alors qu'elles constituaient le fond de l'hôpital public. Et pour les CHU également, les mairies. Donc si j'ai bien compris, le défi, c'est d'améliorer la prise en charge du patient dans le cadre d'une enveloppe financière qui est contrainte, qui restera la même, qui ne diminue pas. Les tarifs financent trop de choses, enfin, la part financée par les tarifs est trop importante. Ce qu'il faut, c'est augmenter la part financée pour les missions d'intérêt général. Et comme cela vient d'être rappelé, c'est cette part qui a été réduite. Et les hôpitaux aujourd'hui ont du mal à financer certaines missions d'intérêt général. Laurence Cohen, on parle beaucoup de part financière, de budget, d'argent. On a entendu, je reviens sur le reportage de tout à l'heure qui disait vraiment le soin qui doit être au cœur de l'hôpital. Il y a eu des phrases fortes qui disent que le soin peut être remis en cause. C'est la qualité du soin qui peut être remis en cause. On en est là. C'est la rupture. J'essaie de ne pas exagérer, mais c'est ce que traduit parce qu'on ne peut pas avoir ce débat ce soir qui est extrêmement intéressant et qui intéresse l'ensemble de la France, puisqu'on est tous confrontés aux questions de santé à plus ou moins grande échelle, et on ne peut pas faire comme si on était dans une situation tout à fait normale. Je veux dire, en 2010, le déficit des hôpitaux est de 460 millions d'euros. Et 460 millions d'euros, dont près de 300 millions pour les CHU. À partir de là, plus tout ce qui a été dit avant, que je ne redis pas, donc il faut des mesures qui iront complètement avec cette logique-là. Vous avez cité un certain nombre de mesures qui ont rassemblé d'ailleurs la majorité du Sénat par rapport à la fin de la convergence tarifaire, par rapport à la modulation du tarif à l'activité, parce que effectivement, et ça les professionnels le reconnaissent tout à fait, il y a des activités qui sont incompatibles avec cette tarification, donc il faut la revoir. On dit d'ailleurs, vous me corrigez, que cette méthode est plus adaptée aux actes de chirurgie plutôt qu'à la médecine, c'est le cas? Écoutez, là, aux actes techniques. Il y a des actes techniques. Voilà, de toute façon. Et puis on arrive, si vous voulez. Donc il faut la compléter. Alors il faut la réaménager, la revisiter, la toiletter. On peut employer le mot que l'on veut. Ceci dit, c'est extrêmement pernicieux parce que par exemple, on voit que certains actes étant codifiés plus fort, je vais parler d'une chose, l'accouchement par exemple. On a vu se développer beaucoup de césariennes, parce qu'une césarienne, elle est codifiée de manière plus forte qu'un accouchement, j'allais dire, normal. Donc c'est là qu'il y a des choses qui sont perverses et qu'il faut changer. Mais il y a d'autres pistes de financement. Donc voilà, moi j'ai d'autres... Tout ce que vous dites là, c'est très intéressant, sauf que ça ne dégage pas de recettes, ça ne dégage pas de recettes supplémentaires. C'est très intéressant. Ça ne dégage aucune recette supplémentaire. La vraie question est de savoir où on met la dépense publique. La question, elle est là. C'est l'efficacité de la dépense publique. Voilà, on a plus de 2,5 et moi je m'en réjouis. Je vais vous le dire, je le répète. Mais comment fait-on pour que cette dépense soit efficace? Il va y avoir, messieurs, dames, une réforme du gouvernement que vous espérez, je suppose, ambitieuse. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut absolument, impérativement qu'il y ait dans cette réforme? Béatrice Crix. Je crois cette réforme financière. D'autre part, il ne faut pas oublier que l'hôpital doit avancer dans sa rénovation également.
on va avoir un défi démographique qui est déjà présent dans beaucoup de régions de France et qui va toucher la région parisienne. Donc il va falloir se réorganiser, c'est certain. J'espère que c'est pas ambitieuse, hein, cette réforme. Qu'est-ce que vous dites? Je voudrais pas que ce soit la démographie qui fasse qu'on réforme l'hôpital, hein, mais Gérard ça Vincent, pourrait survenir. En un mot aussi, la conclusion, que doit contenir cette réforme? Rétablir dans la loi la mission de service public, qui avait été malheureusement un peu abandonnée, et surtout faire évoluer le modèle de tarification. C'est-à-dire qu'il faut que la T2A finance moins le budget de l'hôpital et qu'il y ait une enveloppe globale plus forte pour financer les missions d'intérêt général. Un mot, Laurence Cohen aussi, pour terminer. Alors, un mot, c'est un petit peu compliqué, non, mais en tout cas, il faut réussir à faire que l'hôpital soit dans un tissu aussi de soins avec une médecine de la ville, on n'en a pas parlé. Et il y a d'autres pistes de financement que celles qui sont avancées aujourd'hui. Il y a par exemple la taxe sur les salaires dont nous demandons la suppression, nous, et la TVA, la possibilité de la récupérer comme pour les cliniques privées. Premièrement, probablement continuer à rénover l'hôpital et l'intégrer mieux dans le parcours de soins entre la ville et l'hôpital. Et deuxièmement, adapter les structures hospitalières aux nouvelles pratiques médicales. Les structures n'évoluent pas suffisamment vite. Que vous espérez ambitieuse pour un bien public, on l'a dit, c'est l'hôpital. Merci beaucoup, messieurs, dames. Et c'est la fin. Voilà, on vous a écouté. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'émission politique Preuve par 3. L'invité, c'est Bruno Le Maire. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain avec plaisir.